pour découvrir le monde au ralenti, on reprenait le train. Et si finalement, ce n'était pas la destination l'important, mais plutôt la route qui y conduit. En abandonnant l'avion pour privilégier les trains régionaux, les trains de nuit ou les trains grande ligne, j'ai eu envie de retrouver le goût de l'évasion à 2 pas de chez moi ou à l'autre bout de l'Europe. Autant de morceaux de France et d'Europe à croquer en podcast, le temps d'une échappée feuilletonnée à picorer chaque semaine à la pause déjeuner. Chouchou, le podcast qui te remet sur les rails, raconte des histoires d'escapades ferroviaires pour t'aider à t'évader, t'inspirer et pourquoi pas imaginer ton prochain voyage en train dans ta région ou beaucoup plus loin. J'ai poursuivi mon escapade ferrée à travers les plus beaux villages de l'Occitanie. Ce matin, je suis dans le train pour Cahors, superbe cité médiévale blottie dans un méandre du Lot. Notre train arrive en gare de Cahors, terminus du train. Aujourd'hui, c'est jour de marché, une occasion idéale pour découvrir la vieille ville entre patrimoine architectural et jardin secret. Le temps aussi de goûter les spécialités locales. Bon, le pastis, en fait, c'est une spécialité locale, donc du Lot, du département. C'est un gâteau. C'est à base d'une pâte qu'il faut étirer, très très fine. Mais si je suis venu jusqu'ici, c'est aussi pour découvrir la borne de la première route mondiale. Inaugurée en 1950, elle débute au pied du pont Valentré pour filer jusqu'à Figeac en passant par Saint-Cyr-la-Popie. C'est au terme de l'inauguration de la première route mondiale, seule route de l'espoir, que Saint-Cyr, embrasé au feu de Bengale, m'est apparu comme une rose impossible dans la nuit. Par-delà bien d'autres sites d'Europe, d'Amérique, Saint-Cyr a disposé sur moi du seul enchantement, celui qui fixe à tout jamais, de point j'ai cessé de me désirer ailleurs. C'est avec ces mots qu'André Breton décrivit Saint-Cyr-la-Popie dans le livre d'or du village. Après avoir eu un véritable coup de foudre pour ce joyau médiéval perché au-dessus du Lot et classé plus beau village de France. Et c'est justement là-bas que je vous emmène aujourd'hui, à la rencontre de Clément, jeune conservateur du Centre international du surréalisme et de la citoyenneté mondiale. Un lieu poétique, à la fois espace d'exposition et résidence d'artistes, installé dans l'ancienne maison du poète, chef de file du mouvement surréaliste. Et voilà. Et bonjour. Vous allez ça bien ? va Très bien. Merci. Ça fait plaisir de vous rencontrer. Ouais. Bonjour Paul. Un plaisir, bienvenue au Centre international du surréalisme et de la citoyenneté mondiale. Eh bien merci. Voilà, je vais vous présenter Marie-Christine Roy, qui est une artiste et bénévole de l'association. Bonjour. Depuis maintenant 2 ans. Voilà. C'est aussi la mémoire de l'association, d'une certaine manière, puisqu'elle a fréquenté la dernière compagne d'André Breton, qui s'appelait Elisa Breton. D'accord. C'est une très proche de Elisa. Okay. Et donc voilà, elle nous a transmis aussi toute cette mémoire au moment où nous, on a pris connaissance de la vie artistique du village. Voilà. Eh bien enchanté. Je ne suis pas habituée aux interviews, ouais. Je vous le dis tout de suite. Je te laisse peut-être faire un tour avec Paul. Donc l'exposition, ça concerne les peintres qui ont vécu à Saint-Cyr, principalement les peintres. Mais il y a André Breton qui a vécu là, dans la maison juste à côté. Oui, on l'a vu tout à l'heure. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu. Et quand on passe par le jardin, on rentre par la tour. On rentre par le toit en fait. Mm-hmm. Et à la base, il y avait un arbre qui est à l'envers. Donc le feuillage en bas et les racines en haut. Ici, on se situe dans la maison d'Émile-Joseph Frignot. C'est un collectionneur du début du XXe siècle, fin 19e, début XXe siècle. Alors, ce bâtiment, il est composé de jardins en terrasse qui donnent accès en fait à des vues à couper le souffle sur la vallée du Lot et un panorama qui se déploie comme ça, comme une vue épiphanique sur le Causse et le serpent sinueux de la rivière du Lot. Il y avait sur cette partie du village 5 bâtisses. Il n'en reste aujourd'hui plus que 3 qui ont été réunis par Rignot pour former l'écrin de ses collections. La seconde personnalité attachée à l'identité de ce lieu, c'est André Breton.
Et en fait, André Breton va découvrir le village à la faveur d'un mouvement qui s'appelle la citoyenneté mondiale. Il émerge juste après-guerre dans la tête de plusieurs résistants et d'un pilote américain qui s'appelait Gary Davis. Et en 1946, Gary Davis va donner lieu à une prise de parole publique contre les frontières, pour la création d'un ordre mondial. On en aurait aujourd'hui bien besoin. Et il est rejoint par un comité d'intellectuels. André Breton en fait partie. Autour d'André Breton, il va y avoir le groupe surréaliste de Paris. Et depuis la Première Guerre mondiale, le surréalisme s'oppose avec force, avec éclat, avec lyrisme à l'absurdité des conflits mondiaux. Et autour de lui, il y a des personnalités du Lot. Ils vont proposer à la ville de Cahors d'accueillir le premier mouvement de citoyenneté mondiale. Là, il y a le plan du village avec les maisons d'artistes en rouge. Et, donc l'église et certaines maisons, voilà. Dont la maison d'Ora. Et il y a une représentation d'une œuvre que les gens du village ont reçu peut-être en cadeau des peintres ou ont acheté. Donc en fait, c'est que des œuvres qu'on nous a prêtées. À partir des années 20, on voit dans le village fleurir la présence de ces maisons d'artistes. Et l'idée, c'est qu'on a convoqué la mémoire des habitants. On a souhaité que la présence de ces artistes soit racontée par deux objets. La maison, on y explore en fait l'histoire architecturale, l'histoire des mémoires avec une enquête ethnographique des actuels propriétaires ou plus largement des villageois. Moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il y a une déambulation qui est proposée à l'entrée de l'exposition. Il y a un plan du village où on voit où sont les maisons, où sont les ateliers d'artistes. Et ça, je trouve que c'est très fidèle à cette idée d'André Breton qui ne voulait pas d'un musée figé, en fait. André Breton, en effet, était complètement retors à la notion de musée. Pour lui, les artistes sont les détenteurs d'une force de discernement sur le réel. Et à cela, toute l'ambition de André Breton, c'est de pouvoir faire appel aux ressources de la poésie propre à chaque individu, de ressources de la création, de la pensée critique, pour pouvoir être amené à libérer quelque chose de la singularité de l'être. Nous, ce que l'on s'essaye à faire ici, c'est de pouvoir inventer un modèle alternatif, de faire en sorte qu'on soit dans une maison poème. C'est-à-dire que les personnes qui viennent soient des gens qui, en lisant, se transforment en écrivains. Que les gens qui soient des regardeurs deviennent des artistes. Il y a ce principe de conversion non pas spirituelle, mais de conversion presque éthique, presque poétique. Et aujourd'hui, dans notre époque, là où tout semble amené à pouvoir nous enfermer sur les écrans et à rendre l'homme toujours plus passif, asséché dans les voies de l'imagination, dire vous êtes des créateurs et les amener à se confronter à cette éthique, c'est faire quelque part résistance à la disparition d'une forme de subjectivité face à ce monde qui tend à rendre tellement pratique, tellement pragmatique les rapports humains. Là, c'est le mur de Breton, surtout, des gens qui sont venus, des personnes à l'époque de Breton, notamment Toyen. Mais là, c'est vraiment les gens d'ici. Il y a aussi quelques contemporains qui ont prêté des œuvres pour l'exposition qui vit actuellement à Saint-Cyr. Il y a quelque chose de vous, du coup ? Moi aussi. Et c'est où on peut le voir ? Ah ben oui, on peut le voir. Et j'ai exposé avec Guy Vandenplas, parce que c'était mon compagnon et on vivait dans cette maison. Et moi, là, c'est les 2 dernières œuvres que j'ai faites. On voit des formes animales, des oiseaux. Oui, moi pour l'instant je l'ai appelé bestiaire or et argent. Okay. Mais des fois je vois pas ce que je fais et il me faut du temps. Il y a un visiteur qui voit de la musique. Il y a beaucoup de mouvements, comme le flot d'une rivière qui emporterait plein de... Alors c'est peut-être le mouvement qui fait la musique, mais souvent le bestiaire revient quand même aussi. D'accord. Enfin, je fais de l'écriture automatique et je dessine comme ça, vraiment dans le mouvement surréaliste, depuis l'âge de 32 ans. D'accord. J'avais fait un peu ça quand j'avais 16 ans, mais sans me rendre compte que
que j'étais dans cette mouvance-là. Et du coup, quand vous êtes dans l'automatisme, c'est souvent le Ah ben, bestiaire qui revient, quoi. Oui, il y a des choses qui reviennent systématiquement. Ben, les animaux reviennent en symbolisme. Il faut l'analyser souvent en symbolisme. Donc je suis un peu comme en auto-hypnose. D'un seul coup, c'est fini. Et là, vous découvrez. Je découvre. Ok. Alors des fois, ça me suggère. Souvent, ça me suggère. Puis après, il va y avoir des choses que je ne sais pas encore, en automatisme, qui va se mettre en place. Dans le surréalisme, les fondements de ce mouvement, ils s'appuient sur 2 événements. Le premier, c'est la découverte de l'inconscient par Sigmund Freud. Et le second, c'est la Première Guerre mondiale. Disons que là où Dada est un cri sur le néant, le surréalisme est un mouvement régénérateur. Et Breton, qui a été Dada, dans ce premier temps d'opposition à l'esprit de bourgeoisie, eh bien, il va défendre une ouverture sur les ressources insondables de l'inconscient. Tous les jeux, le cadavreski, qu'ils soient écrits ou visuels, et un certain nombre de jeux inventés à Saint-Cyr-la-Popie, comme L'un dans l'autre ou Ouvrez-vous un, sont des jeux qui visent à stimuler l'imagination des uns et des autres, en détruisant la part d'autorialité de l'artiste. Et l'inconscient, c'est cette pierre sur laquelle va se construire la pensée surréaliste. Parce que pour eux, accéder à l'inconscient, c'est accéder à cette parole libérée. Donc c'est être capable de pouvoir reconnaître partout où on le voit, où on le perçoit, tant par les arts plastiques que par la littérature, les ressources brutes de la pensée humaine. La porte de Rocamadour, c'est la vue la plus magistrale de Saint-Cyr-la-Popie. Quand on regarde et on traverse la porte en elle-même, le paysage s'ouvre sur cette espèce de vertige entre un village accroché au-dessus du Lot et qui se déploie un peu comme le corps d'un dragon à écailles rouges et ocre. Et par la porte de Rocamadour, c'est presque tambour battant que l'on entend résonner l'arrivée des chevaliers, que l'on imagine aisément la vie médiévale de ce village. Et c'est, je pense, cette vue un peu magistrale pour laquelle André Breton va être subjugué. Ta rencontre avec Saint-Cyr, elle remonte à l'enfance, mais en fait, vos retrouvailles, elles sont beaucoup plus récentes et en fait, elles ont un côté un peu onirique puisque tu as rêvé de ce lieu sans savoir vraiment ce qu'il était. Comme bon nombre de Français, pendant le confinement, je n'avais qu'une envie, c'était de pouvoir prendre le large. En fait, j'ai rêvé, comme tu le disais, des arches de pierre qui sont le long de la rivière du Lot. Et puis, j'ai appelé mon père en précipitation pour dire mais quel est ce village dans lequel on était très jeune, en 2 chevaux, on s'est arrêté le long de la route et on y a mangé. Mon père me donne le nom, Saint-Cyr-la-Popie, et puis avec une bande de potes, tous confinés et tous avides de pouvoir retrouver la liberté de contemplation, de circulation, eh bien on a décidé de faire un petit pèlerinage esthétique entre Toulouse et puis Sarlat. En faisant halte à Saint-Cyr, il se trouve qu'on a logé chez la première adjointe à la mairie, Josette Dagen. Et au moment où on se présente, Josette nous dit « Papa, vous êtes de l'école du Louvre, on a un projet patrimonial, celui-ci est un peu à l'arrêt, il est marquant pour l'histoire du village puisque il est relatif à la présence d'André Breton, il y a la maison d'André Breton. Attendez, ne bougez pas, j'appelle le président d'association. » Et c'est comme ça que je rencontre Laurent Doucet, président et poète, et Laurent va savoir susciter le rêve et l'imaginaire en disant on a besoin de vous, on a besoin de vos compétences pour faire en sorte que ce lieu devienne un refuge contre le machinal du monde, selon la formule de Julien Gracq. Quand tu arrives ici, tu ne connais presque rien d'André Breton, du surréalisme. Comment elle se passe, ta rencontre avec ce mouvement, avec ce poète, avec cet artiste ? Elle se passe en 2 temps.
C'est-à-dire que André Breton, j'en avais connaissance via mes études, d'abord artistiques, puisque en histoire de l'art, on est amené à fréquenter les collections nationales, et notamment le Centre Pompidou. Et au Centre Pompidou, on a la chance en France de voir, de contempler cette espèce d'inconscient en projection qui est le mur André Breton, et qui est une connaissance souvent réduite à une image. Ce portrait assez sévère, à Saint-Cyr-la-Popie, on a essayé de faire histoire, on a essayé de pouvoir expliquer, rendre sensible la diversité et la complexité de ce personnage. Et c'est à ce second temps de ma découverte que j'ai eu la chance de pouvoir procéder à Saint-Cyr-la-Popie. J'ai lu André Breton, et André Breton, il doit se parcourir, c'est un homme qui a écrit abondamment, qui représente 4 tomes à la Pléiade, plus un tome album. Lisez André Breton, et lisez notamment, si vous avez l'occasion, un sublime texte qui est Arcane 17, et qui est une ode à la femme, et qui est également une ode à la nature, puisque à partir de 1944, André Breton conçoit que les conflits mondiaux naissent dans l'esprit des hommes, au sens masculin du terme, et que il serait temps que la femme, le XXe siècle, puisse voir dans sa seconde partie l'avènement du pouvoir féminin. Et il mêle à cela une lecture profonde de la relation à l'écologie, à la nature, et à sa réconciliation entre l'homme et avili par la technique et la question de la nature. Et un autre texte que je recommande très vivement, et qui lui est beaucoup plus récent, et qui reprend en fait à grands frais la critique d'un surréalisme exclusivement masculin. Eh bien, le travail de Marie-Paul Béranger, anthologie de 33 femmes surréalistes, l'araignée pendue à un cil, elle, Marie-Paul Béranger, a souhaité convoquer les écrivaines surréalistes et montrer qu'elles n'ont rien de cette inféodation en fait à l'égard du masculin. Il y a les écrits de Leonora Carrington, il y a Claude Cahun, qui va être également résistante, et il va y avoir des personnalités comme Suzanne Césaire, et qui parle justement de ce que représente pour elle, en 1943, la rencontre avec André Breton. Et elle développe la présence des jeunes, l'importance de ce renouvellement par la jeunesse, et cela, c'est un des aspects sur lequel il faut peut-être conclure, c'est que le surréalisme, selon les mots mêmes d'André Breton, vivra au prix d'un assez beau saccage par la jeunesse, et qui dit aussi l'ouverture envers des poètes, des écrivains, qui ne viennent pas dans l'éthique de vouloir être surréaliste en écrivant dans le style d'eux, mais qui, loin d'une école esthétique, revendiquent une forme de regard sur le réel et sur le politique, comme sur l'amour. Beaucoup ont cru que le surréalisme était mort. Beaucoup l'ont écrit. Puérilité. Son activité s'étend aujourd'hui au monde entier, et le surréalisme demeure plus vivace, plus hardi que jamais. André Breton peut considérer avec orgueil l'entre-deux-guerres et affirmer qu'au mode d'expression créé par lui, depuis plus de 20 ans, s'ouvre un au-delà de plus en plus vaste, à dire immense. L'exposition Les Trésors de Saint-Cyr-la-Popie est à découvrir jusqu'au 11 novembre au Centre international du surréalisme et de la citoyenneté mondiale. En attendant la réouverture de la maison André Breton, il est toujours possible de venir rencontrer les membres de l'association au sein de la maison Émile-Joseph Regnault. Retrouvez toutes les informations sur le site internet ciscm.fr. Cet épisode a été réalisé en collaboration avec l'Office de tourisme Cahors Vallée du Lot et Radio Clapas. Pour préparer ton voyage, n'hésite pas à visiter mon blog lafrancebaladeuse.fr ou bien celui de l'Office du tourisme www.cahors-vallée-du-lot.com. Tu y trouveras de nombreuses ressources pour organiser ton séjour dans la région. Si tu aimes la Vallée du Lot, reste connecté, car début décembre, je te propose une nouvelle immersion sonore en forme de voyage dans le temps, à retrouver en podcast sur ma chaîne et sur mon blog bien entendu.